pouvoir à tous les échelons politiques en France, sans présenter de candidat. Voilà les deux axes principaux de notre plan. D'abord, c'est redonner le pouvoir aux citoyens pour tenir une masse critique de militants capables de faire basculer les élections. Et puis, deuxièmement, c'est pour organiser un mouvement de pression à gauche. Voilà pour les deux grands axes. Alors, on va commencer par la partie numéro un, qui va être, après ma présentation, qui était la partie numéro un. La partie numéro 2, c'est sur le terrain, par Sacha. Et je vais donc donner la parole à Sacha pour qu'elle nous parle de son expérience avec la campagne Madani. Eh ben, merci beaucoup Maryse. Et donc, je ferai l'animation pendant les deux parties qui vont suivre. Un immense merci Maryse. Il y avait déjà une première question. Est-ce que c'est possible de revoir la session 1? Oui, je peux répondre oui. Elle a été enregistrée, il n'y a aucun problème pour ça. Très bien. Alors, on vous mettra le lien dans le chat. Oui. Pendant ces parties, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On les lit et du coup, on pourra les prendre au fur et à mesure. Si jamais on n'a pas le temps de les prendre, ou il y en a certains qu'on n'a pas vu passer, il y aura aussi un temps d'échange à la fin de ce webinaire. Donc, merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup à toutes et à tous. On va parler de Zoran Mamdani. Donc, beaucoup ont vu arriver en France à l'approche des élections new-yorkaises, il s'agit du nouveau maire de New York. Et ça a beaucoup fait couler d'encre. Alors, ça a beaucoup fait transpirer la droite et l'extrême droite, et ça a beaucoup inspiré la gauche. Alors, est-ce que c'est à juste titre? Qu'est-ce qu'on peut en retenir? Ça, on verra. On a la chance d'accueillir Sacha Cantet, qui eh bien, connaît les États-Unis puisqu'elle a vécu là-bas et puisqu'elle a fait deux campagnes, celle de Kamala Harris et celle aux primaires de Zoran Mamdani. Sacha, déjà, peut-être en quelques mots, est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu, Sacha? Bonjour. Oui, merci beaucoup de m'avoir invité pour parler un peu de l'expérience très terrain de ces deux campagnes dont on s'inspire beaucoup en France et en Europe sur toutes les stratégies électorales aux États-Unis. Du coup, en deux mots, donc, je m'appelle Sacha. Moi, je suis une des cofondatrices d'un mouvement de désobéissance civile qui s'appelait Dernière Rénovation, qui a été créé en 2022, qui est devenu Riposte Alimentaire. Et moi, j'ai déménagé aux États-Unis à l'automne 2023 pour finir mes études. Et à la suite de ça, j'ai eu la chance de pouvoir travailler du coup sur la campagne de Kamala Harris, où ça m'intéressait en fait d'aller vraiment pousser la logique d'organizing et de comprendre un peu tous ces outils-là aux États-Unis. Et donc, je suis restée un an de plus pour me former par différents moyens à tous ces outils pour ramener un peu cette connaissance pour gagner plus d'élections et de campagnes ensuite en France. Et je suis aujourd'hui de retour en France, à Paris. Voilà. Bah, merci beaucoup. Déjà, peut-être avant de commencer, tu as parlé d'organizing. Alors, c'est des mots qu'on entend beaucoup parler, organizing, community organizing, mobilisation, etc. Est-ce que tu peux peut-être nous faire très rapidement des définitions de ces termes? Ouais, bah carrément, c'est vrai que ça peut être un mot dans lequel on met beaucoup de choses. On imagine directement, quand on parle d'organizing, de mobilisation, de porte-à-porte et de phoning, mais c'est pas que ça, en vrai. Pour moi, en tout cas, la manière dont je l'ai apprise, c'est qu'on peut pas parler d'organizing sans parler de leadership. C'est deux mots anglais, donc c'est un peu relou qu'on puisse pas les traduire directement, mais le leadership, ça a souvent été imaginé dans sa forme la plus, on va dire, genre extrême et coercive. Mais le vrai leadership, c'est construire des relations qui permettent d'influencer et d'inspirer les autres. On en reparlera par rapport à la campagne de Mamdani, mais c'est vraiment ça, en fait, l'essence de l'organizing, c'est de faire accepter de prendre des responsabilités pour permettre à d'autres d'en prendre aussi à leur tour et d'accomplir un objectif commun. Et ensuite, les tactiques, ça peut être de faire du porte-à-porte, ça peut être de faire du phoning et d'avoir des interactions euh, en one-on-one. Mais voilà, c'est une manière en fait de faire des campagnes et de porter des projets qui reposent sur une responsabilité collective dans lequel on se fait tous et toutes monter en compétences pour arriver à un objectif en commun. Peut-être une définition un peu, dont on n'entend pas souvent parler, mais j'ai essayé justement de réfléchir à une autre méthode, enfin une autre manière de le présenter, parce que c'est pas que de la mobilisation, c'est pas que des porte-à-porte, mais il y a vraiment tout ça. Comme Amdani a vraiment très bien manœuvré de faire monter des leaders et des leaders partout, en tout cas à New York. Et c'était aussi le cas avec la campagne de Kamala Harris aux États-Unis. Christophe demande d'ailleurs, est-ce que c'est la méthode Alinsky?
Je ne sais pas ce que c'est la méthode Alinsky, je relais la Je question. ne connais pas non plus, mais l'une des premières personnes qui a théorisé l'organizing, si ça vous intéresse, il s'appelle Marshall Gaines. C'est celui qui a un peu fait toute la théorie derrière la campagne de Barack Obama. Et c'est vraiment à partir de 2008 que cette logique d'organizing et de se reposer sur, eux, ils appellent ça la technique du flocon. Mais bon, ça, on rentre vraiment dans de la théorie, mais c'est le fait d'avoir plein de connexion, un peu comme une toile d'araignée pour porter le projet et pas d'avoir quelque chose de descendant, mais vraiment partout, tous et toutes là où on est, de porter un projet. Écrire le Si nom. tu peux l'écrire voilà, dans le chat, puisqu'effectivement, ton accent anglais qui est très bon, mais peut-être trop bon pour certains d'entre nous. Alors du coup, Zoran Mandani, donc il a souvent été décrit comme quelqu'un de très jeune, des quartiers populaires. Alors je dis pêle-mêle tout un tas de qualificatifs, certains sont adaptés, pas d'autres non. Hein. Très jeune des quartiers populaires qui serait passé de 1% au maire de New York en moins d'un an. Est-ce que toi, tu peux nous raconter déjà, au-delà des on-dit, qui est Zoran Mandani, d'où il est venu, dans quel contexte il a émergé? Ouais, alors Zoran, il a émergé dans un contexte où il y avait déjà une rupture avec la politique classique. C'est-à-dire de deux choses, c'est que bah, avec la dernière victoire de Trump en novembre 2024, il y a énormément de personnes, y compris à New York, qui avaient voté pour Trump et les républicains. Il y avait un sentiment de lassitude et de ne pas se sentir représenté par la classe politique. En parallèle de ça, les personnes qui sont aujourd'hui, enfin qui étaient en tout cas à la mairie de New York dans les années précédentes, c'était des personnes qui étaient issues de la classe très riche, c'était les multimillionnaires de New York, c'était très corrompu. Donc le précédent maire avait quand même été poursuivi en justice. Ça nous rappelle aussi des choses en commun avec la France, mais il avait été poursuivi en justice. Et il a un peu vendu, il a donné les clés de la ville à Trump pour se permettre de plus aller en justice. Donc il y avait vraiment une méfiance auprès de la classe politique. Et Zoran, ça faisait déjà des années qu'il était engagé sur le terrain à des échelles plus locales. Il était enfin, il était député en fait, on va dire, il représentait un des boroughs, Queens et Astoria de New York, et du coup travaillait déjà en politique. Lui, ce qui lui a permis aussi de rayonner, c'est qu'il faisait partie, il était adoubé par une organisation qui s'appelle le Democrat Socialists of America, et qui du coup, eux, travaillaient déjà sur toute la bataille, on va dire, culturelle et idéologique à New York pour faire survivre les idées socialistes de gauche dans la capitale capitaliste du monde entier. Donc lui, il a pu bénéficier en fait de ces deux, à mon sens, de ces deux conjonctures-là. Et alors, je dirais pas que Zoran est issu de la classe populaire. Euh, il représente une ethnicité et une diversité qui parle aux gens et qui est beaucoup plus représentative de New York que la plupart des milliardaires. Mais il était, enfin voilà, sans revenir sur le bagage de ses parents, mais c'était quand même quelqu'un. Son père est président d'une école à Columbia, à une université très élitiste à New York, etc. Donc il avait quand même déjà un bagage. Mais oui, il est un peu sorti de nulle part et a pu profiter de ces deux conjonctures politiques. Et ensuite, c'est toute la campagne qu'il a réussi à créer, qui a été plus extraordinaire, je dirais, que là d'où il vient. Et peut-être aussi pour refaire, tu as dit qu'il fait effectivement partie des socialistes aux États-Unis. Les socialistes des États-Unis sont un peu différents des socialistes français. Les socialistes, c'est vraiment l'aile gauche du Parti démocrate, mais pourtant, ils sont au sein du Parti démocrate. C'est pas un parti différent. Oui, aujourd'hui, l'argent dicte beaucoup en fait la politique aux États-Unis. Et malgré des tentatives d'avoir d'autres partis, donc notamment il y a un parti qui s'appelle le Working Families Party, donc le Parti travailleur, qui essaye de faire concurrence aux deux partis un peu les plus gros, donc les républicains et les démocrates. Ça reste un système à deux partis avec énormément d'influence de l'argent. Donc comparé par exemple à la France, aux États-Unis, il n'y a pas de limite de donation. Il faut juste être américain, mais il n'y a pas vraiment de limite sur le nombre d'argent qu'on peut donner. Et il y a aussi pas mal d'influences privées qui financent. Donc bref, tout ça, ça étant dit, enfin, il fait partie donc, des socialistes des États-Unis, qui est un pays beaucoup moins à gauche dans la culture politique que d'autres pays, notamment européens, et la France en particulier. Donc il porte des idées radicales qui s'intègrent quand même dans une logique où je prendrais un peu plus avec enfin, je prendrais des pincettes. En tout cas, à mon sens, il représente une gauche radicale, mais dans un contexte aussi très
néolibéral capitaliste américain. Et justement, alors on l'a souvent décrit comme étant radical. C'est quoi les éléments de son programme, ou en tout cas les messages clés sur lesquels il a pu émerger? Et est-ce que c'est vraiment radical sur les États-Unis? Euh, je pense qu'aujourd'hui, il a le courage d'exister dans un contexte politique qui lui est vraiment pas favorable et qui n'est pas favorable en règle générale à ces idées-là. Euh, et donc, il incarne une forme de radicalité par rapport à ce qui existe. Les propositions qu'il met en avant, elles ont déjà été soit implémentées, soit proposées par des anciens maires, ou elles existent aussi dans d'autres villes aux États-Unis. Donc peut-être pour rappeler, il demandait à ce qu'il y ait un accompagnement pour enfin, la crèche et la maternelle gratuit pour les New-Yorkais, qu'il y ait les transports gratuits, enfin, notamment juste les bus, et qu'il y ait un gel des loyers. Donc c'est des sujets qui existent aussi en France et qui en soi sont pas forcément radicaux, donc ils ne proposent pas une théorie révolutionnaire pour changer de système aux États-Unis, mais ce qu'ils demandent, c'est radicalement proche de la réalité vécu en fait des New-Yorkais et en ça c'est radical je pense parce que après des années à pas se sentir concerné par les politiques démocrates qui sont très euh, déconnectées en fait de ce que vivent les gens, il y avait une certaine forme d'innovation et de radicalité qui surprend, mais du coup qui était beaucoup plus proche de ce que les gens vivaient et qui du coup permettait de voir une nouvelle forme de politique, enfin de faire de la Ok. politique. C'est Clara qui dit dans le chat, on est dans un monde où être radical, c'est vouloir que les gens crèvent pas dans la rue et accèdent au minimum Ouais. vital. Effectivement, ça pose la question de ce qui est vraiment radical ou ce qui est ressenti comme tel. Il y a une question de Camille dans le chat qui demande effectivement, tu disais la campagne qu'il a réussi à créer. Est-ce que effectivement sur la jeunesse du mouvement, est-ce que ça vient beaucoup de lui? C'est-à-dire, est-ce que c'est lui qui sort de nulle part et qui dit, voilà comment je veux fonctionner, voilà mes messages, voilà l'organisation qu'il veut mettre en place, etc. C'est-à-dire, est-ce que c'est lui qui dit, j'ai été formé au community organizing, je vais faire ça, etc. Ou est-ce qu'il y a déjà une structure qui dit à un moment donné, ben, lui, c'est notre candidat et qui, elle, est formée à ça? C'est quoi un peu qui de la poule ou de l'œuf finalement? Euh, les deux, je pense. Enfin, déjà, initialement, il faut savoir que la campagne qu'il a réussi à créer, il y avait des parties très innovantes, notamment sur toute sa communication, sur les réseaux sociaux. C'est l'un des premiers, enfin, à mon sens, en tout cas aux États-Unis, figure qui a vraiment pu s'approprier les codes de 2025 d'un point de vue de la communication. Et de tout ce qui était aussi alliance politique avec certaines communautés, qui ça était vraiment à sa patte. Après, euh, il a rien réinventé. Il a juste su être très bon à faire tout très bien. Et en fait, c'est ça aussi l'une des manières où moi je vois l'organizing, c'est que c'est pas faire une seule chose très bien, c'est faire plein de choses très bien, ou plein de choses moyennement, on va dire, mais en tout cas avoir cette complémentarité où il avait une image qui était vraiment, on en entendait parler partout, dans différents groupes sociaux, dans différents lieux qui n'avaient rien à voir, au travers de moi, dans différentes missions que j'avais eues aux États-Unis où j'intervenais et je travaillais avec lui. Il avait une très forte présence sur le terrain grâce à ses volontaires, mais on ne peut pas vraiment dire que c'est la campagne Mamdani qui a inventé en fait tout ce pouvoir d'action grâce aux volontaires. Il s'est inspiré d'autres campagnes qui existaient déjà, notamment depuis Obama, mais il a su très bien le faire et il a su donner envie aux gens de le rejoindre. Et je pense que là où c'était ce qu'il a réussi à faire, c'est à donner une vision à sa campagne et à ce que les gens aient envie de la rejoindre parce qu'il se disait, je vais faire partie de l'histoire. Et il y a vraiment quelque chose de nouveau qui peut se passer et ça, c'est uniquement lui qui a pu le créer. Et alors justement, c'est quoi la recette un peu là-dessus? C'est-à-dire qu'effectivement, comment est-ce qu'on monte des groupes? Comment est-ce qu'on arrive à faire? Il y avait des chiffres complètement fous, 3 millions de portes frappées, enfin sur la campagne, etc. Un engagement énorme. Et ça dès les primaires. Toi, tu as fait la campagne des primaires du coup avec Zoran Mamdani. Est-ce que tu peux nous raconter déjà toi ce que tu as fait? Et c'est quoi un peu la recette pour ça, si d'autres voulaient s'en inspirer? J'adore, on essaye tous d'avoir la recette. S'il y en avait une, ça se saurait. Euh, mais donc moi, j'ai commencé à être bénévole pour lui le 14 décembre. C'était en fait la première session de porte-à-porte qui a lancé la campagne de New York.
Et notamment, je regardais là il n'y a pas Voilà. longtemps, en préparant la formation d'aujourd'hui, sur ce que sa directrice de la mobilisation pensait de ce premier événement. Et en fait, elle le dit et elle assume, c'est que c'était en fait une session de porte-à-porte pour recruter des leaders et des leaders, dans le sens où ils allaient voir les personnes motivées qui avaient envie de faire partie de cette campagne et ensuite aller passer du temps pour former et créer des relais en fait, euh, grâce à ces personnes-là qui ensuite elles pourront aussi rayonner et inspirer d'autres personnes à prendre aussi des rôles plus en responsabilité et c'est pour ça que en tout cas c'est très présent aux États-Unis. Je ne sais pas si c'est réplicable ailleurs et si c'est souhaitable. Mais en tout cas aux États-Unis j'ai commencé en disant on ne peut pas parler d'organizing sans parler de prise de responsabilité et de leadership. Et même dans la campagne du coup de Mamdani, ça a été leur première action terrain, c'était de faire du porte-à-porte, mais pas tant pour aller parler aux gens, parce qu'en décembre, franchement, les New-Yorkais, mais partout pareil, 6 mois avant une primaire, on leur parle d'un candidat que personne connaît sur la gratuité des bus, ils nous ont tous ri au nez, et c'était là, bah oui, bien sûr, comment tu vas financer ça? Et de toute façon, on sait pas qui c'est, et voilà. Donc, mais il y avait un enjeu à ce que bah, déjà on mobilise les premiers concernés qui ont envie de s'engager. Et pour moi, c'est ça en fait, c'est de passer du temps à se former les uns les autres, à avoir des sessions en binôme pour faire monter les gens en compétences, à avoir des relais et ensuite à avoir une certaine appréciation du risque pour monter pour autoriser en fait les gens à monter et là-bas, ils appellent ça des chapters, donc leur unité locale. Parce qu'en fait, là où Mamdani il a été très fort, c'est que c'est l'une des rares campagnes où j'ai vraiment senti le côté communauté poussé à son paroxysme. Aux États-Unis, il faut savoir qu'il y a aussi un paysage culturel qui permet beaucoup plus d'avoir des groupes ethniques et raciaux revendiqués. Et donc, du coup, il y avait les Asians pour Zoran, donc les personnes issues de la communauté asiatique pour Zoran. Il y avait les LGBTQ+, pour Zoran. Donc, du coup, lui, il a vraiment encouragé cette sectionnalité. Et donc, il y a plein de manières de faire de l'organizing. On peut se diffuser sur un territoire géographique parce qu'on se sent plus proche de Lyon ou d'ailleurs. Et donc, du coup, on va créer des unités comme ça. Lui, il a fait à la fois ça, parce qu'aux États-Unis, les arrondissements, on va dire, sont très forts. Ils ont des cultures très différentes et très fortes, et des pouvoirs d'achat, par exemple, très différents aussi. Et au passage, il a aussi encouragé cette sectionnalité pour aussi plus d'intersectionnalité, on va dire. Mais c'était très marqué. Et donc, du coup, là aussi, d'avoir leaders des leaders qui se revendiquent et qui montent en compétences parce que se sentent représentés par une campagne qui offre à leur minorité une place d'exister. Et ensuite, la recette, c'est il faut aller sur le terrain et il faut parler à des gens et il faut à la fois leur rappeler que c'est des élections importantes, pourquoi est-ce qu'il faut aller voter, les accompagner pour s'enregistrer. Et ça, ça vient à la fin. Mais C'est ce fameux, tu parlais, c'est ce fameux communautarisme qui est dit souvent décrit très négativement en France. Lors des questions intéressantes, lors de ces premiers porte-à-porte, donc sur les premiers moments, effectivement, il disait beaucoup, on va faire l'histoire, on va, etc. Et puis on voit bien effectivement une fois que la hype entre guillemets s'est créée, l'effet boule de neige. Mais lors de ces premiers porte-à-porte, la question de Clara, c'est comment est-ce que vous avez réussi à convaincre les gens de devenir bénévoles, notamment 6 mois avant l'élection? C'est-à-dire comment est-ce que tu as, et puis il y avait des questions un peu aussi sur la crédibilité, notamment via le financement, mais pas que. C'est-à-dire comment est-ce qu'effectivement, assez longtemps en avant de l'élection, tu arrives à convaincre les premiers, les early adopters, les premiers à s'engager? Comment tu arrives, eux, à les convaincre que bah, en fait, c'est crédible, qu'il y aura la possibilité de faire quelque chose? Comment tu arrives à créer un peu l'actualité quand c'est pas encore la thématique? bah, je pense deux choses. Bon, je vais commencer par celle que j'avais en tête après, mais la première, c'est qu'il avait des bonnes idées. Et qu'un candidat ou une candidate sans bonnes idées ou sans programme, bah, c'est vrai que ça ressemble moins. Il incarnait quand même quelque chose qui n'était pas trop vu avant. Et la deuxième raison, c'est qu'il s'est quand même reposé sur l'organisation DSA, donc Democrat Socialist of America, enfin, les démocrates socialistes d'Amérique, très présentes à New York, qui eux, en fait, avaient déjà une infrastructure de bénévoles qu'ils activaient hors même des campagnes électorales. Ils ont des commissions de travail, ils réfléchissent à des sujets, ils font vivre les idées. Et donc, du coup, Zoran, qui faisait partie de cet écosystème-là, a pu, au premier abord, enfin, dans les premiers moments, se reposer sur ces volontaires-là. Euh, mais c'est vrai que c'est très difficile et en fait, ça commence par les gens autour de nous aussi. C'est qu'il devait y avoir
Enfin, moi, j'en ai entendu parler parce que bon, déjà, j'étais quand même fortement politisée. Je revenais de la campagne de Kamala Harris. euh, et j'en ai entendu parler par des amis qui en avaient entendu brièvement parler. Et en fait, on se renseigne et on voit que il a quand même des bonnes idées. Et ensuite, c'est par curiosité, j'y suis allée. Et moi-même, je me suis fait. J'ai eu des sessions en one-on-one, ils appellent ça, pour qu'on me demande pourquoi j'étais venue. Enfin, il y a vraiment un suivi et un soin accompagné au premier volontaire pour justement comprendre pourquoi ils sont là et essayer de les emmener le plus loin possible. Euh, voilà. Ok. Et justement, tu parlais aussi de la campagne de Kamala Harris. Toi, tu as fait la campagne de Kamala Harris. Bah voilà, c'est la question qui tombe à l'instant. Et donc, on imagine des méthodes assez proches, une incarnation de la diversité qui peut être aussi assez proche, même s'il y a aussi des différences. Justement, quelle différence entre les deux et qu'est-ce qui n'a pas marché dans la campagne de Kamala Harris, notamment au regard de ce qui a fonctionné chez Mamdani? Déjà. J'ai pas envie de forcément remettre toute la faute de la campagne de Kamala Harris sur elle parce que elle est arrivée très tardivement dans un processus où le Parti démocrate, pour moi, a vraiment failli à sa vision et à son devoir. Et donc, du coup, elle a été un peu propulsée seulement quelques mois avant l'élection pour la gagner face à Trump, qui avait eu déjà des années. Euh, Malgré ça, euh, il y a des partis entières aux États-Unis qui sont laissés pour compte par le Parti démocrate depuis des années. Et l'organizing, ça doit s'appuyer sur la continuité. Et je pense aussi que c'est pour ça que Mamdani a aussi vite émergé, c'est qu'il s'est reposé sur en fait un sous-marin, on va dire, qui tous les jours de l'année, hors période électorale, travaillait et donnait de l'importance aux personnes qui portaient les idées socialistes. Moi, donc, c'est un point de vue où moi, je travaillais en Arizona, dans un comté très rural conservateur, où j'étais la première à arriver dans ce comté pour travailler sur les élections. Ils n'avaient jamais vu d'organizer qu'ils appellent. Et moi, enfin, faut quand même se dire que je suis française. J'avais un visa de travail, certes, mais je me suis retrouvée envoyée, catapultée dans cet endroit-là. Ça s'est trop bien passé. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui habite en Arizona depuis des années et qui voit le Parti démocrate envoyer des gens juste en fait pendant cette période de l'élection, c'est très compliqué. Donc ça rappelle quand même que c'est important le travail hors période électorale, cette vision politique et cet intérêt de faire que les gens se sentent concernés est important et pas seulement en fait une voix de vote de plus. Et ça, il y avait un côté humain, je pense, qui manquait à la campagne de Kamala sur le terrain, où moi, quand j'allais toquer à la porte, on me disait, mais ça fait des mois qu'on s'occupe plus de nous, et là, vous venez à ma porte pour me demander d'aller voter. Bah, désolé, mais... Enfin, je vais pas faire ce que vous me demandez, quoi. Et bon, c'est juste vraiment pas comme ça, en plus, qu'il faut faire des sessions de porte-à-porte, donc note. Mais, mais enfin, c'était le dernier kilomètre, entre guillemets, et c'était déjà trop tard. Euh, Malgré tout, voilà, c'était des idées que portait Kamala Harris via le Parti démocrate qui n'étaient pas ajustées en fait à ce que vivaient les gens et qui étaient dans une période où Trump et les médias, enfin, je pourrais pas donner une analyse holistique, je pense, de pourquoi Kamala Harris ça n'a pas fonctionné, mais en tout cas d'un point de vue terrain, ça arrivait trop tard, il y avait pas assez de considération donnée aux gens, ni assez de place laissée à ces personnes-là pour participer à la campagne. Euh, voilà. Ok, mais justement, il y a une question d'Isabelle qui demandait effectivement, est-ce que Mme Dani a réussi à parler à l'ensemble des habitants de New York? Alors, elle dit une analyse développe le fait que Kamala Harris notamment a échoué parce qu'elle n'a pas su développer un message parlant à l'ensemble des Américains. Plus largement, il y a la question c'est quoi effectivement les messages, on parle beaucoup souvent parfois de messages ciblés, c'est-à-dire ciblés sur un certain type de population, de classe sociale, de communauté, etc., versus parler à le fameux ensemble des Américains. En France, on dirait parler au peuple. Euh, c'est quoi, toi, ton ressenti là-dessus? Les Américains et les Français sont très très différents. Et notamment, moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est que, enfin, déjà, c'est une société qui est très individualiste. Donc, du coup, quand ils disent tout le monde est le bienvenu, c'est tout le monde, mais tu es un être unique à part entière. Et donc, du coup, il y a beaucoup moins de scrupules à venir toucher ton identité et ton individualité pour la mettre au service d'un collectif. Il y a plein de raisons pour ça, mais à la fois, c'est une société qui, à mon sens, est néolibérale, capitaliste, individualiste, et en même temps, a enfin,
est très religieuse. Et à New York, ça se perd. Mais en tout cas, si on peut faire un peu un boogie-booga des États-Unis qui a quand même enfin pour moi, un héritage culturel et religieux de la communauté où ils s'entraident énormément les uns avec les autres. Du coup, il y a beaucoup moins de scrupules à aller chercher cette individualité, pardon, des personnes pour les mettre au service d'un collectif. En plus de ça, enfin, à New York, il y a une richesse de diversité ethnique, raciale, de genre, d'âge, etc., qui est beaucoup plus assumée et beaucoup plus revendiquée. Chose où, à mon sens, en France, on est beaucoup plus peureux et peureuse à l'idée de grossir ses traits et on essaie de créer un ensemble, mais les ensembles, c'est peut-être un parti pris, mais n'existent pas vraiment. En fait, on peut se raconter une histoire collective, mais je pense que là où Mamdani il a réussi, c'est que il assumait en fait que chaque personne était différente et qu'il n'avait pas peur. Et en vrai, je pense que sa campagne en France pourrait quand même avoir des conséquences assez néfastes et qu'il était à la fois au Nouvel An chinois pour aller activer cette communauté-là, et en même temps, moi, je le voyais, il a fait une session de visionnage de la cérémonie des Oscars en levée de fonds dans un des arrondissements très huppés de New York avec toute la génération un peu cool du milieu de l'art. Et à la fois, il jongle avec ça et en même temps, le lendemain, il était avec moi sur une opération de blocage dans un immeuble pour demander à des propriétaires de geler le loyer et il faisait de la désobéissance civile tout autant. Donc du coup, il a vraiment su jouer sur toutes ses cordes. Et là-bas, aux États-Unis, en tout cas, ça n'a pas du tout été retenu contre lui. C'était beaucoup plus apprécié. Je ne sais pas si ça pourrait être le cas en France, par exemple. Euh, et Bah, juste, ouais, vas-y. non, mais voilà, donc c'est plus que il y a aux États-Unis dans sa campagne, je pense que on accepte beaucoup plus les contradictions des gens, que ça soit bien ou pas bien, je ne sais pas. Enfin, j'ai pas forcément un avis là-dessus, mais en tout cas, il y a des contradictions dans sa campagne, mais qui ont été beaucoup plus, qui lui ont pas porté préjudice, quoi. Bah, justement, effectivement, ça fait une bonne transition puisque je vais reprendre la parole pendant 3 minutes pour présenter la note. Il y a une note qui a été faite effectivement enfin, pour Victoire Populaire, une note d'analyse stratégique sur qu'est-ce qu'on peut tirer en France de la campagne victorieuse maintenant de Zoran Mamdani. Alors, c'est une question qui est assez intéressante parce que, notamment, vous l'avez vu, suite à sa victoire, je pense qu'à peu près tous les partis de gauche, et je parle sous ton contrôle, Sacha, n'hésite surtout pas à intervenir si jamais il y a des choses que tu veux rajouter, mais à peu près tous les partis de gauche se sont prévalus de Zoran Mamdani. C'est-à-dire qu'on a vu LFI qui a dit ah ben vous avez vu, ça veut dire que on a raison de porter des messages radicaux. Le PS qui a dit mais pas du tout. En fait, il est beaucoup plus à droite que ce que vous êtes LFI. C'est nous qui avons raison de porter ce message-là. On a vu, y compris jusqu'au Parti communiste, qu'on dit vous voyez qu'on peut passer de 1% un an avant les élections à la victoire. Donc on a vraiment eu, ça a été la fête à la récupération et sachant que, alors là c'est un avis personnel, mais je trouve que ça manquait énormément d'humilité, c'est-à-dire que chacun a essayé de dire, vous avez vu, on a raison de faire ce qu'on fait, mais qu'en fait, nous, dans ce qu'on a pu identifier comme enseignement, je trouve qu'effectivement, il y a de quoi s'en inspirer, ça c'est certain, mais sûrement avec beaucoup plus d'humilité et sûrement aussi dans ce qu'il faudrait changer dans les partis français ou dans la manière de faire pour arriver au même résultat que Zoran Mamdani. Effectivement, c'est certain que Zoran Mamdani a un positionnement qui peut être perçu comme radical, notamment par rapport dans le contexte américain, encore une fois, hein, mais un truc que j'ai trouvé intéressant, c'est il a quand même réussi à rester allié avec la France plus modérée ou plus centriste, y compris de son propre parti. On voit que c'est quelqu'un, effectivement, alors vous ferez les parallèles que vous voudrez avec la France, mais qui avait dit, effectivement, juste après, en plus, le meurtre de George Floyd, qui avait dit que la police était raciste des raisons, encore une fois, de dire ça, enfin, ça peut se justifier, mais c'est des propos pour lesquels il s'est excusé publiquement après et qu'il a retiré. C'est quelqu'un qui a été soutenu, alors d'aucuns diront tardivement ou pas, mais en tout cas par Barack Obama, et y compris finalement l'establishment démocrate, qui au début n'était pas du tout en sa faveur et qui à la fin, effectivement, s'est là massivement soutenu. Donc ça, effectivement, c'est un premier point qui est intéressant. Il a un positionnement qu'on peut qualifier de radical pour les États-Unis avec des messages forts, mais il a aussi su se garder comme allié, en tout cas la branche plus centriste de son parti. Le deuxième point qui était assez intéressant, c'est que tu l'as dit déjà effectivement Sacha, la structure des partis aux États-Unis est extrêmement différente de la structure des partis françaises.
Il y a des partis qui sont beaucoup plus ouverts, beaucoup plus inclusifs et qui enfin, qui en tout cas mobilisent une quantité de bénévoles ou d'adhérents qui est très nettement plus grande qu'en France. Je vous Et les libres d'accès, oui, effectivement, je vais vous mettre le lien dans le chat sur la note. On a vu, effectivement, je vous renvoie vers les travaux, notamment de démocratiser la politique, Kevin Vacher, Tara Dickman et Toufik Vaïpuram, qui ont fait un très bon travail sur la représentativité sociale sociale et sociétale des partis, et qui sont réexprimés récemment pour dire qu'effectivement, aux États-Unis, en fait, il y a beaucoup de gens qui sont venus faire la campagne de Zoran Mamdani et qui auraient été accueillis, en tout cas, potentiellement très différemment en France. Ensuite, effectivement, et c'est ce que tu disais aussi, nous, ce qu'on a identifié, c'est pourquoi ça fonctionne, c'est qu'il y a un triptyque. Il y a un triptyque, il y a trois éléments réunis et ces trois éléments ne marchent pas l'un sans l'autre. C'est qu'il y a effectivement, on a beaucoup parlé du community organizing et de la manière de faire campagne. Ça, c'est un des éléments, mais c'est presque finalement celui qui vient en dernier. Les deux autres éléments, c'est effectivement des messages forts et bien compris. C'est-à-dire que c'était ces trois, quatre grandes mesures sur l'affordability, enfin l'accessibilité, le prix de la vie, la gratuité de certains services, etc. Et le fait de taxer les riches. Voilà, quelque chose qui est vraiment assez fort et très bien identifié. Donc un programme clair, une incarnation qui soit cohérente avec ce programme. Effectivement, Mamdani, il a un programme qui est clair, qu'on peut dire radical, et il incarne parfaitement. C'est un immigrant, fils de migrant. Il est jeune, il est dynamique, il est souriant, donc il incarne aussi ce qu'il représente. Et la troisième, oui, Cuomo s'est présenté quand même, je reviendrai là-dessus après. Et la troisième élément, c'est effectivement derrière une structure. Alors par structure, on peut entendre beaucoup de choses. Ça peut être le parti. Là, c'était pas complètement le parti, mais en tout cas, voilà, c'est une structure qui soit cohérente avec les messages et qui soit efficace. Et c'est donc ce triptyque message, incarnation et structure qui fait qu'effectivement une campagne peut fonctionner et effectivement dans la partie pour maintenant pour dire qu'est-ce qu'on peut en retenir en France ou en tout cas quelle leçon pour les partis français ou pour Victoire Populaire, c'est qu'effectivement beaucoup se sont arrêtés aux stories Instagram ou au nombre d'appels passés, mais il y a effectivement beaucoup plus de choses derrière. La plupart des partis français, je pense, auraient à s'inspirer, oui, des techniques de community organizing, mais aussi beaucoup de l'incarnation, c'est-à-dire qui incarne ces programmes. Finalement, quelle figure on a aujourd'hui à gauche de personnes qui sont vraiment nouvelles en politique, qui ont une trentaine d'années et qui peuvent incarner un programme radical, jeune, etc. Finalement, il n'y en a pas tant que ça. Quelle place on laisse effectivement à ça? Quel contraste avec les 70+, je vois dans le chat. Effectivement. Et effectivement, toute la partie, comment est-ce qu'on prend soin des personnes qui viennent militer, comment est-ce qu'on les accueille, comment est-ce qu'on s'assure qu'ils soient divers et comment est-ce qu'on organise ces ressources. Et ça, effectivement, il y a énormément de choses dont les partis français peuvent s'inspirer. Je vois quelques questions, effectivement. Alors oui, en plus, effectivement, il y a un contexte. Il y a un contexte effectivement où New York, qui est une ville qui a quand même souvent été progressiste, avec beaucoup de gens qui ne sont pas des New-Yorkais d'origine, beaucoup de mobilité, ne se reconnaissent pas dans une politique de Trump avec un État qui vire quand même de plus en plus fasciste. Et en plus de ça, effectivement, un autre candidat démocrate qui était Cuomo, qui est accusé de corruption, d'agression sexuelle, qui choisit de se maintenir quand même après la primaire. Donc effectivement, il y a un contexte favorable à l'émergence de nouvelles figures. Malgré tout, c'est toujours facile après de dire oui, le contexte était favorable. Effectivement, un an avant, il était donné entre 1 et 2% dans les sondages, donc c'était très très loin d'être fait. Une envie de voter, voilà, Clara qui disait une envie de voter pour des gens qui ne sont pas encore couverts d'affaires de mœurs aussi, bien évidemment, c'est certain que c'est certain que ça va dans ce qu'on appelle une incarnation exemplaire. Petite question supplémentaire, n'hésitez pas à continuer de poser vos questions. Est-ce qu'il y a eu un suivi des leaders et des militants pendant cette campagne, notamment sur le côté épuisement des militants? On parle de burn-out militant. Et quelqu'un qui disait, je sais qu'il existait un Affinity Group Coordinator pour le suivi des collectifs. Sacha, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Est-ce que tu as des éléments de réponse là-dessus? J'ai pas énormément d'éléments de réponse là-dessus, mais enfin, ne serait-ce que, en fait, aux États-Unis, c'est beaucoup plus intégré, en fait, les sujets de soins et de suivi des militants. Et c'est beaucoup plus subtil, on va dire que, enfin, ça va pas être un groupe soin qui va venir te demander comment tu vas et si t'es pas à deux doigts du burn-out, on va dire. Mais en fait, là-bas, c'est aussi les premiers à avoir un peu influé toute cette approche.
du prendre soin des militants, de la diversité, de l'inclusion, de toutes ces dynamiques. Et donc, du coup, moi, à mon sens, c'est un peu présent partout, sans que ça soit un groupe à part entière. Mais il y avait peut-être sûrement des affinity groups en plus qui venaient s'occuper de tout ça. Euh, mais en tout cas, enfin, moi, j'ai pas eu d'écho du tout d'épuisement. Mais aussi, enfin, on parle avec des chiffres très différents, hein. Juste pour donner une idée, Brooklyn, c'est plus grand que Paris. Donc, du coup, là, on parle d'une ville où aussi il y a enfin, il y a eu 104 000 volontaires euh, qui se sont mobilisés. Déjà, si vous faisiez un ou deux porte-à-porte dans le mois, c'était, enfin, je connais pas exactement les ratios, mais je pense que c'est un peu comme toutes les campagnes d'organizing, c'est qu'il y avait des personnes qui, à mon avis, ont dû finir épuisées. Et, mais d'autres, enfin, à mon sens, ça allait, mais après, encore une fois, moi, j'étais bénévole, donc ce qui s'est passé en interne, je connais pas. Une question qui a déjà été posée 2 fois aussi, quelle part du terrain et des actions en ligne ou phoning dans la campagne, c'est-à-dire et quelle efficacité selon toi? Est-ce que, il y a eu beaucoup plus de trucs à distance que de trucs sur le terrain? On parlait de 3 millions de portes toquées, ça veut dire qu'il y a quand même eu beaucoup d'actions de terrain. C'est quoi l'efficacité? C'est quoi le ratio à peu? Pour moi, le porte-à-porte et le fait de pouvoir parler aux voteurs, c'est essentiel, vraiment. C'est pas suffisant. Donc on voit par exemple avec Kamala Harris, on a fait tout ça parfait, mais en fait c'était clairement pas suffisant. On a quand même perdu cette élection. Mais c'est vraiment essentiel d'aller parler aux voteurs et aux voteuses. Et donc du coup, d'un point de vue du ratio, je pense que les deux se complètent énormément. C'est-à-dire que tout ce qui était la bataille culturelle et les messages sur les réseaux sociaux, ça faisait que une fois qu'ils allaient faire du porte-à-porte, il y avait beaucoup plus de chances que la personne ouvre la porte pour parler à un bénévole Mamdani quand il avait déjà vu sur les réseaux sociaux des centaines de TikTok et de réels, et en fait qui voyait aussi ses potes, etc. en parler. Donc du coup, il y a en fait un travail de fond pour gagner, pour faire en fait bouger un peu l'aiguille de la sympathie, qui ensuite, à mon sens, est vraiment venu euh, que le porte-à-porte et les sessions de phoning et l'organizing terrain est venu un peu rendre concret en bulletin de vote. Et je pense pas que ça soit des TikTok qui fassent que la personne se déplace nécessairement dans un bureau de vote, mais c'est un TikTok et une personne qui vient te parler et qui te fait comprendre en fait que tu es un voteur ou une voteuse importante et qu'on a besoin de toi. Donc c'est vraiment les deux combinés. Ça a pour moi pas les mêmes effets. Donc c'est difficile à comparer. Mais ils ont mis énormément d'argent euh, sur ça. C'est peut-être le seul truc en interne que je connais, c'est que ils avaient beaucoup de bénévoles pour tout ce qui était mobilisation terrain. Donc il y avait quelques personnes rémunérées, mais ça se reposait quand même sur une force bénévole énorme. Alors que tout ce qui est tes communications, médias et digital, là c'était beaucoup moins bénévole et c'était des vraies personnes enfin des vrais employés, on va dire, du staff qui travaillaient là-dessus. Et une fois ils ont commencé à être connus, il y avait plein de partenariats et des personnes qui avaient juste envie de faire des vidéos gratuitement pour eux. Mais c'est quand même différent. Ça fonctionne pas pareil. Et pour moi, ça n'a pas vraiment le même enjeu. Justement, une question sur le coût de la campagne. On rappelle que c'est pas plafonné, mais bon, on cherchera, mais en tout cas, c'est des coûts qui sont sans commune mesure avec la France. Cela dit, je crois en termes de dépenses par votant, la campagne de Mamdani est particulièrement efficace comparée à d'autres campagnes. Euh, Est-ce que tu peux nous dire s'il y avait un soin particulier donné à la dimension sociale, lien social, sentiment d'appartenance à la communauté dans la campagne? Parce que j'ai l'impression que souvent la fidélisation des bénévoles passe par le fait qu'ils se sentent inclus. Est-ce que c'était pris en compte? Et si oui, comment? Est-ce qu'il y avait des événements conviviaux, des meetings, des choses comme ça? 100%. 100%. Enfin, c'était quasiment beaucoup ça. Enfin, les gens n'ont pas forcément envie de faire des sessions de porte-à-porte tous les jours, si ce n'est peut-être 2 semaines avant l'élection. Mais pour vous dire, enfin moi, du coup, je faisais partie des démocrates, enfin des socialistes démocrates des États-Unis. Enfin, et moi, je faisais partie de l'unité locale de New York. Et pendant plusieurs semaines, enfin moi, je faisais partie de l'équipe de foot. Et enfin voilà, c'est en faisant partie de mon équipe de foot que je revoyais les militants avec qui j'allais faire du porte-à-porte plus tard. Mais encore une fois. Le porte-à-porte, les sessions de phoning, quand on va parler aux voteurs, aux voteuses, c'est le dernier kilomètre à sécuriser pour gagner l'élection. Mais avant tout ça, il y a les éléments de communauté, mais qui ne sont pas juste pour se sentir part d'un groupe. Ça, c'est hyper important. Mais c'est aussi en faisant part d'un groupe qu'on nous-mêmes, on prend de plus en plus de responsabilités et qu'on pourra organiser au final une session de porte-à-porte dans son voisinage.
Donc il y avait toujours ce côté, et c'est les États-Unis, hein, ils font jamais rien gratuitement. Donc il y a quand même ce truc de, on fait partie d'une communauté, on se retrouve, on va jouer au foot, mais est-ce que si à la fin du match de foot, on me demande, ok Sacha, est-ce que tu vas venir à la session d'après? Est-ce que tu serais motivé pour animer la prochaine session de porte-à-porte cette fois-ci? Parce que je sais que tu es déjà venu 2 fois. Et là, ça pourrait être vraiment cool. Et ramène toute ton équipe de foot au passage. Donc, c'est quand même dans une logique de faire grandir les équipes pour aller parler à des voteurs et des voteuses qui sont notre cible à la fin. Et tous les événements de communauté viennent en soutien à ça. Et blague à part, j'en profite aussi pour souligner la différence avec les partis français. C'est-à-dire qu'effectivement, comme tu l'as dit, tu es française, tu as milité auprès d'un parti aux États-Unis. Je pense qu'on imagine moins bien, en tout cas, un club de foot lié à un parti français ou des personnes venues de l'autre bout du monde adhérer à des partis pour militer avec des partis français. Ça montre aussi la différence. Une petite dernière question et après on prendra 5 minutes pour détailler la partie victoire populaire, parce que stratégie de victoire populaire, notamment des municipales, parce qu'il y a beaucoup de questions là-dessus. Juste avant ça, tu nous as parlé qu'il avait recruté des leaders, des leaders intermédiaires, on pourrait dire, c'est-à-dire sous lui. Déjà, à quoi ils servaient, c'était quoi leur rôle et comment est-ce qu'ils ont été sélectionnés? Est-ce qu'ils ont émergé naturellement ou est-ce qu'il y a des critères particuliers? On a le droit de dire aussi si on n'a pas les réponses, hein. Bah, en fait, je peux moins parler par rapport à Mandani, mais je peux plus parler par rapport à la campagne de Kamala Harris, qui utilise à peu près enfin, des choses, enfin, des manières similaires. Le rôle d'un bon leader, c'est de faire, d'inspirer et d'émerger un peu tout le monde à pouvoir prendre des responsabilités. Donc non, il n'y a pas des critères, c'est pas un chassage de tête, on va dire, très ciblé envers quelqu'un. Donc le but, c'est que tout le monde prenne plus de responsabilités. Mais de fait, dans ce pool de personnes, il va y en avoir qui auront plus d'appétence. Pas de compétences, c'est pas une question de compétences parce qu'on part du principe qu'on peut former et apprendre tout à tout le monde et que chaque individu est unique et peut réaliser, en tout cas pour ce qui est de la mobilisation de terrain, chacun en fait peut prendre des responsabilités et s'épanouir là-dedans. Et ça peut être de plein de manières différentes. Et il faut savoir être aussi créatif, c'est-à-dire qu'un leader, ça peut être aussi juste celui ou celle qui décide d'accueillir les gens pour la session de phoning. Donc en fait, il y a aussi une créativité à imaginer des places pour tout le monde qui est très présente aux États-Unis. Moi, je travaille en Arizona avec des gens qui, de la moyenne d'âge, c'était 70 ans. Ils ne pouvaient pas faire des sessions de porte-à-porte de 4 heures sous une chaleur incroyable. Donc, il fallait aussi trouver des manières d'avoir quand même des leaders et des leaders qui émergeaient de manière appropriée aussi à sa cible, à son audience et à son contexte. Euh, mais, et ensuite, bah, ouais, je pense que ça dépend. C'est censé être quand même assez naturel. Et après, il y a tout ce qui est de l'accompagnement, ça, c'est assez. Il y a une recette pour le coup de comment est-ce qu'on fait monter quelqu'un en compétence et la culture de se donner des feedbacks, du coaching, vraiment d'accompagner, d'autoriser l'autre personne à prendre des risques, mais à l'accompagner aussi quand ça marche pas. Enfin, ça, pour le coup, euh, c'est assez fiché, on va dire. Donc, c'est pas tant la personne qu'on cherche qui a un profil type, mais ensuite, la manière de l'accompagner, ça, c'est assez typique. Voilà. Merci beaucoup. On verra si on a le temps pour des questions après. Un petit mot, parce qu'il y a pas mal de questions sur Victoire Populaire. Effectivement, Victoire Populaire, il y a les municipales, les élections municipales qui approchent. Quelle est la stratégie de Victoire Populaire pour les élections municipales? De quoi va-t-on pouvoir s'inspirer dans la campagne victorieuse de Zoran Mamdani, sachant que Victoire Populaire n'est pas un parti, comme ça a été rappelé. Camille Marguin, la parole est à toi. Oh my God. Bonjour, bonjour. Attendez, je vais juste mettre un petit diaporama. Oui, eh bien, écoutez, nous avons une stratégie pour les municipales. Donc, pour rappel, en effet, Victoire Populaire ne présente pas de candidat. Donc, on n'est pas à proprement parler un parti politique et on ne présentera pas de liste pour les municipales. Ça, c'est quelque chose qui est fondateur dans notre histoire et qui a été réaffirmé par l'Assemblée générale de fin 2024. Le fait qu'on ne voulait pas présenter de candidat, c'est pas ça notre rôle aujourd'hui dans la société. Pour les municipales, qui nous allons soutenir? On va soutenir des listes qui sont compatibles avec notre manifeste d'idées. Donc il y a une version 1 qui a été votée. Donc à la base, c'était le socle commun qui a donné lieu à la primaire, qui était la primaire populaire. Ensuite, nous avons embrassé, j'ai envie de dire, le programme du NFP. Et puis depuis quelques semaines maintenant, nous avons notre propre manifeste très inspiré du socle de valeur du NFP. Une nouvelle version va être publiée très prochainement, mise à jour par l'ensemble de nos membres et
de nos sympathisants, puisqu'on a une base de données de plus de 450 000 personnes qui a été consultée par mail ces dernières semaines. Donc, en fonction de ce manifeste d'idées, on dit, bah voilà les listes qu'on soutient, pour pas, sans que ça soit un gros mot, globalement, on soutient les listes de gauche qui sont NFP compatibles et qui n'ont pas franchi de ligne rouge comportementale. Évidemment, on s'assure qu'il n'y ait pas d'enjeu, de conflit d'intérêts, de violence sexistes ou sexuelles, etc., etc. On priorise la campagne dans les villes pivots. On ne peut pas faire campagne dans 35 000 communes, pas encore, bientôt peut-être. Et du coup, on a établi une liste de villes qui pourraient basculer à gauche ou à droite à quelques voix près. Je vais vous mettre le lien de cette carte juste après. Et donc, nous, on va prioriser notre action sur ces communes-là. Et comment ça se passe s'il y a plusieurs listes qui sont compatibles? Eh bien, nous, on se laisse le droit. Nous, on est là pour se battre pour nos idées, donc on se laisse le droit de faire campagne pour plusieurs listes. Donc, s'il y a une liste d'union de la gauche, eh ben, tant mieux, on y va. S'il y a plusieurs listes, on ne prend pas de parti pris pour l'une ou l'autre et on peut faire campagne pour les deux. Soit, concrètement, on fera campagne avec les deux tracts si on a des bonnes relations avec les deux listes ou les trois listes. Soit, on éditera des campagnes, des tracts un peu plus neutres. Notre enjeu, nous, à Victoire Populaire, c'est d'aller chercher des voix que les partis n'iront pas chercher. On vient vraiment en soutien à ces campagnes-là pour aller chercher notamment le vote des jeunes, notamment le vote des abstentionnistes. Et c'est là-dessus qu'on va se concentrer. Donc, ce que je dis souvent aux militants qui disent oui, mais on va se rencontrer sur le terrain, il y aura de la concurrence. Ne vous inquiétez pas, la France est très grande, il y a beaucoup de résidences universitaires, beaucoup de BTS, beaucoup de DUT, et les partis ne font pas tant que ça de terrain, à part sur les marchés, les sorties d'école, etc. Donc bref, il y a de la place pour tout le monde, et on a des milliers de voix à aller chercher pour la gauche, donc faisons-le ensemble, et côte à côte, ça ira très bien. Le dernier point quand même, c'est que je rappelle voilà, on ne peut pas être candidat quand on est à Victoire Populaire. Donc évidemment, si on a envie de s'engager pour les municipales, ce que je félicite, hein, parce qu'il faut qu'il y ait des gens comme vous qui s'engagent, on ne peut pas à la fois être engagé sur une liste et coordinateur d'un groupe local Victoire Populaire. Par contre, on a un nouveau système qu'on va bientôt aussi pouvoir communiquer. On va pouvoir nous soutenir des listes locales, notamment dans des cadres d'union de la gauche, en fournissant des outils, des scripts d'appel, des outils de phoning de porte-à-porte, etc., pour aider les listes. Concrètement, j'ai juste deux petits slides à vous faire passer avec des QR codes. Aujourd'hui, vous pouvez aller voir sur le site Chaque Voix compte pour voir si votre ville est une ville pivot. Donc nous, on en vise 80 à peu près dans lesquels on s'engage aujourd'hui à essayer d'initier ce que Sacha décrivait, c'est-à-dire des mini-collectifs de militants et militantes qui vont aller sur le terrain, etc. Mais il y a beaucoup plus de villes pivots que ça. Et donc, si vous voulez voir si votre ville ou votre commune est pivot, vous pouvez aller voir cette carte qui détaille pas mal de choses suite à l'analyse électorale. Et rejoindre des actions de terrain dès maintenant, puisque on a déjà commencé à lutter contre l'abstention grâce à la campagne Chaque Voix compte, qui finit à peu près le 20 décembre, juste avant les vacances. Donc voilà, si vous voulez aller voir concrètement ce que c'est que du tractage du porte-à-porte, vous pouvez nous rejoindre. Et vous pouvez même être briefé en ligne pour organiser vous-même votre propre action. Et comme le disait Sacha, une campagne commence avant la campagne. Et donc, si on veut pouvoir toquer à des milliers de portes en mars l'année prochaine, il faut bien s'y mettre en décembre pour commencer. Et voilà, et donc en dehors de ça, on a aussi un formulaire, le formulaire Agir, qui vous permet de savoir s'il y a un groupe local vers chez vous ou comment en créer un. Et on vous accompagne pas à pas pour créer des collectifs locaux de citoyens à côté de chez vous ou en rejoindre. On a déjà 25 groupes locaux actifs et une vingtaine en création en ce moment. Donc c'est vraiment le moment de vous engager si vous voulez nous rejoindre. Est-ce que j'ai répondu aux questions sur la strate des municipales, mon Alors, cher? je pose une question qui a été posée dans le chat. Que se passe-t-il quand il y a des villes avec beaucoup de listes à gauche? Donc, naturellement, surtout théorique, puisqu'on sait que les partis de gauche s'entendent très bien et adorent faire l'union. Mais que se passerait-il si jamais il y avait des villes dans lesquelles il y a beaucoup de listes à gauche? Alors, il faut définir le beaucoup. Je pense que plus que deux, c'est rare. Il peut y en avoir trois. Plus que trois, ça m'étonnerait. Nous, La notre... personne disait, exemple, Toulouse égale 4 listes. Bah, écoute, oui, parce qu'en plus, il y a une liste citoyenne. Écoute, 4 listes, c'est gérable. Ça veut dire des prises de contact avec 4 directeurs de campagne ou 4 respos de la mobilisation. Et voilà, l'enjeu, c'est vraiment de dire, ben, nous, on se met au service de vos campagnes. On va aller chercher des voix. Et du coup, soit on arrive sur le terrain à récupérer les tracts de toutes ces listes, soit c'est trop compliqué. Et du coup, nous, on va émettre des tracts un peu génériques qui rappelleront la date et les enjeux du vote.
Sachant qu'après, on sera en mesure, nous, avec Victoire Populaire, on a un outil de terrain qui est vraiment incroyable, où on prend le contact d'une personne qu'on a rencontrée sur le terrain, et elle reçoit automatiquement par mail des informations pour soit s'engager plus, soit faire une procuration, soit changer son adresse de bureau de vote, qui est un de nos combats aujourd'hui, parce qu'il y a des milliers de personnes, notamment des milliers de jeunes qui sont mal inscrits, hein. On parle de 8 millions de personnes sur 45 millions du corps électoral, hein. Et du coup, on a tout un système automatisé. Et donc, si à Toulouse, vous récupérez 4000 contacts, par exemple, en 4 mois, ce qui est vraiment faisable, hein, on a fait des calculs, et ben, à ces 4000 personnes, on pourra leur envoyer un mail en leur disant, voilà les 4 listes, allez voter pour qui vous voulez, mais allez voter. Et ensuite, comme c'est une élection proportionnelle, bah, en fait, il y a une ou deux listes qui passeront probablement au deuxième tour. Et après, il y aura des coalitions entre les listes. Ça, c'est leur histoire. Est-ce qu'il y avait d'autres Ouais, questions? il y avait aussi une question, où en est-on de la carte Eventbrite qui analysait très bien les zones à explorer avec les résultats des différents partis dans les dernières élections? Alors, c'était pas sur Eventbrite, c'était sur Common et on a toujours cet outil. Il est toujours accessible et quand vous avez votre compte Victoire Populaire Common, vous avez accès à toutes les datas électorales des précédentes élections. Et pour avoir accès à cet outil, le plus simple, c'est de vous connecter à un brief en ligne de la campagne Chaque voix compte. Et ensuite, on vous donne accès à tous les outils de Victoire Populaire gratuitement. Donc voilà, il y a des briefs 2 à 3 fois par semaine et je peux vous remettre le lien de ces briefs dans le chat. Et si vous avez déjà votre accès à Common, petite subtilité, il faut vous connecter sur votre ordinateur. Parce que depuis votre téléphone, vous n'avez pas accès aux datas électorales. Donc vous utilisez le même mot de passe, le même compte, et vous allez sur votre ordinateur et vous aurez accès aux datas des précédentes élections. Très bien. Je ne sais pas si on peut. Il arrive, on est 13h30. Donc normalement, c'est l'heure à laquelle on avait prévu d'arrêter le webinaire. Est-ce qu'on peut dépasser de quelques minutes, Camille Je ou Marie? pense que oui, évidemment. Après, on Il y peut a une... laisser les gens aller manger, mais je vois que tout le monde est bien resté là et attentif. Donc, C'est ça. Vous avez été un peu plus de 90 au pic. Laetitia, je vois que tu as levé la main. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Super. Moi, je suis sur Marseille, effectivement, dans un secteur du 9-10 qui est à droite et qui est passé à l'extrême droite, déjà au niveau du député. Donc, sur Marseille, il a été initié un petit peu comme vous le faites, de faire du porte-à-porte. Là, en ce moment, on fait une grande enquête sur Marseille. Mais la grosse problématique dans le 9-10, c'est qu'on se retrouve avec très peu de citoyens militants, et on n'arrive pas à faire émerger en fait des nouvelles unités pour faire ce porte-à-porte. Je voulais savoir déjà si vous étiez informé, encore en plus, c'est exactement le même, c'est avec le même common en face que vous utilisez vous aussi, hein, que l'on fait ce porte-à-porte de grande enquête. En fait, ils appellent ça une enquête. C'est vrai que je trouvais que c'était bien puisque ça rappelle un petit peu ce que vous faites, mais voilà, comment maintenant trouver des personnes pour le faire et puis faire désolée, grandir. Laetitia, j'ai loupé le début. Peut-être je comprends pas bien ta question. Quand tu dis on, c'est qui? C'est une liste? C'est un Et collectif? en fait, non, 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 c'est en fait le printemps marseillais, qui est quand même on va dire une particularité marseillaise, hein, plusieurs mouvements qui se sont réunis, déjà à la dernière municipalité. Là, moi, je suis dans un secteur de droite et d'extrême droite, Oui, parce qu'on je suis fonctionne par désolée, je te coupe parce qu'on est très nombreux, mais en fait, en effet, on est actif à Marseille. Il y a un groupe local qui est en train de se relancer depuis un mois, je dirais. Donc, il y a déjà eu un premier apéro local, il y a des coordos locaux. Donc, ce que je te conseille, c'est de te rapprocher d'eux pour voir ce qui est faisable. Après, sur le recrutement de militants, c'est toujours pareil. C'est toujours le même travail pour tout le monde. Il y a toujours des phases où il va falloir communiquer, etc. Et comme le disait Sacha, nous, ce qu'on recommande à nos groupes locaux, ouais, nos partenaires, c'est de commencer par faire des tractages et des porte-à-porte dans des zones où on est susceptible de trouver les futures militantes et militantes. Donc ça peut être à la sortie des facs, ça peut être dans des zones avec des jeunes actifs. Enfin, bon, d'accord. après, ça dépend de quelles sont vos cibles. Voilà. Mais en tout cas, je te conseille de te rapprocher du groupe local de Marseille. Et si tu veux, tu peux me faire un petit message privé là sur le chat pour que je te mette en relation. Et justement, il y a Alors, une j'ai autre pas trouvé question. le chat, hein. Ah, il est, alors, il Désolée. est
Pour le chat, effectivement, vous pouvez cliquer en cliquant sur l'onglet chat, enfin le petit icône chat dans la barre de Zoom, ou sinon en cliquant sur 3 petits points si ça n'apparaît pas. Justement, comment connaître les personnes de sa commune qui sont à Victoire Populaire? Comment est-ce qu'on trouve les groupes locaux de Victoire Populaire, Camille? C'est ce que je vous mettais dans le formulaire Agir que je vais vous remettre là. En fait, vous remplissez un petit formulaire avec votre code postal et en fonction de votre code postal, vous recevez le lien de la boucle ou de la communauté WhatsApp active vers chez vous. Voilà, donc tout ça est automatisé. Vous recevez ça dans la journée et après, vous pouvez vous connecter à elles et eux, avoir les dates des prochaines actions. Et vous pouvez aussi tout simplement sur la carte Chaque voix compte, avoir les dates des prochaines actions de terrain ou des prochains apéros locaux en fonction de ce qui est renseigné par les groupes locaux. Et aussi la liste de l'ensemble des groupes locaux qui est maintenant sur cette carte. Je rajoute ça parce que j'avais oublié que ça avait été fait la semaine dernière. Mais voilà, vous avez la liste des groupes locaux en création et actifs. Donc n'hésitez pas à les rejoindre. Chaque nouvel arrivant est une pépite pour ces militants et militantes qui s'activent. Et il suffit de 5-7 personnes localement très actives pour lancer le mouvement. Donc vraiment, n'hésitez pas à les rejoindre. Voilà, chaque voix compte et you are special, comme on pourrait dire. Je pense qu'on arrive à la fin de ce webinaire. Je vois effectivement des personnes qui ont besoin de se déconnecter et de retourner vaquer à leurs occupations. Camille, tu as levé la main. Je sais pas si c'était un... Non, c'était une erreur. Pardon. J'ai un petit dernier message de service, j'en ai pas parlé. On fait aussi du phoning et ces équipes phoning sont très précieuses pour remplir aussi de militants nos groupes locaux et pour nous préparer à passer des centaines de milliers d'appels pour les municipales. C'est aussi comme ça que nous on récupère beaucoup de voix parce on appelle des jeunes qui appellent d'autres jeunes. L'équipe se relance. Il y a eu un super appel la semaine dernière avec Loumire l'après qui a boosté les troupes. Et donc, il y a une session de phoning ce mercredi et ce vendredi. Je vous remets les liens ici. Et voilà, si vous voulez aussi passer à l'action en commençant par des actions en ligne, n'hésitez pas à les rejoindre. Ils ont besoin de soutien. Ben, merci beaucoup, Camille. Vous avez tous les liens dans le chat. Un immense merci à Maryse pour la préparation et l'introduction. Merci beaucoup, Sacha, de nous avoir rejoints et de nous avoir fait partager ton expérience, ton vécu et tout ton savoir sur les campagnes de Kamala Harris et Zoran Mamdani. Vous avez aussi la note faite pour Victoire Populaire que vous pouvez lire, qui est en accès libre et que vous pouvez diffuser. Je vous remettrai le lien dans le chat. Et un immense merci surtout à vous, toutes et tous, d'avoir participé, d'avoir pris de votre temps pour venir ici et pour votre engagement au quotidien. Merci Merci beaucoup. Marie pour l'organisation et Florent pour l'animation et à tous les bénévoles qui s'activent dans cette belle organisation. Merci beaucoup, au revoir. Merci, au revoir.